Donc, merci à vous d'être présents ce soir pour ce webinaire consacré aux adultes 10 dans l'univers professionnel, mais également parler des étudiants qui sont en stage ou en alternance. Et nous sommes très heureuses, Carole et moi, de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de ce cycle de webinaires dédié à l'expérience des personnes 10 dans leur quotidien. Alors ce soir, on va parler de l'univers professionnel, on va parler également des études, mais surtout, on va parler de parcours de vie. Et surtout, nous voulons que ce moment soit vivant, participatif. Et n'hésitez pas à partager dans le chat pourquoi vous avez décidé de vous joindre à nous ce soir. On aimerait bien savoir qui on a autour de la table. Et nous vous invitons à réagir dans le chat tout au long du webinaire. Oriane, ingénieure et dyslexique, se ferait un plaisir de nous partager vos commentaires. Et dans la dernière partie, comme Carole a dit, on va couper l'enregistrement, on va ouvrir le micro et tout le monde peut parler J'ai ensemble. pas reçu le lien. Donc peut-être que je viens tout juste de m'inscrire. Mais du coup, si tu as un lien, Alors, est-ce que vous juste mettre vos j'ai micros coupé mon micro. sur silencieux, s'il vous plaît, pour que on puisse s'entendre? Merci. Euh, Ce soir, ce webinaire est animé par deux Caroles. Alors, je vais vous présenter Carole Nelson, qui est facilitatrice de la méthode Davis depuis maintenant 25 ans. Elle est également enseignante d'anglais auprès du public 10 en utilisant une méthode qui s'appelle la méthode de Planète Logique 10, pardon. Et elle est co-autrice avec moi et deux autres facilitatrices d'ouvrages sur les troubles 10. Un premier qu'on a publié il y a maintenant 10 ans quasiment sur l'enfant et plus récemment sur l'adulte. Et moi, j'ai le plaisir de vous présenter Cara Vallée, qui depuis de nombreuses années maintenant, elle travaille dans le monde des 10 et en ce moment, elle focalise surtout ses efforts sur le monde des adultes 10 après le bac, post-bac et puis les adultes. Euh, et elle commence à être connue pour ses sensibilisations en entreprise et pour les écoles et aussi auprès des référents handicap. Le webinaire, il est produit par l'association DEDIS qui regroupe les facilitateurs de la méthode Davis en France. Cette association a pour objectif également de sensibiliser sur le fonctionnement cognitif des personnes 10 et également proposer des cafés-rencontres comme ce soir pour les familles, pour les jeunes, les adultes, les professionnels et toute personne qui se côtoie des personnes 10. Alors avant voilà, de se lancer vraiment dans les échanges, euh, j'aimerais vous donner poser quelques repères. Savoir que les troubles 10, en fait, font partie de ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, qui sont des troubles qui se développent dès la naissance. Et parmi les troubles neurodéveloppementaux, il y a ce qu'on appelle les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, dont font partie les troubles 10 et le TDA, avec ou pas hyperactivité, donc TDA, trouble déficitaire de l'attention. Donc en fait, un enfant 10 devient un adulte 10 et il y a en fait toute une constellation de ces troubles. Il y a la dyslexie, la dysorthographie qui touche plutôt ce qu'on appelle le langage écrit. La dysphasie touche le langage oral, aussi bien au niveau de l'expression, mais également au niveau de la compréhension. Il y a la dyspraxie et la dysgraphie qui touchent on appelle le mouvement, la motricité, notamment la motricité fine quand on parle de la dyslexie, plus le geste d'écriture. Il y a la dyscalculie
qui est plus un trouble qui concerne le raisonnement logico-mathématique. Le TDA, qui est vraiment lié à des problématiques d'attention avec ou pas hyperactivité. Et il y a aussi ce qu'on appelle le dysexécutif, qui est en fait touche les fonctions cognitives qui gèrent tout ce qui est du domaine de l'organisation, de la planification, de la prise de décision. Et il faut savoir que les troubles 10, il y a souvent des associations de plusieurs troubles. On parle de comorbidité. Et ce qui fait que les profils en fait, de ces personnes sont très souvent uniques et individuels. Et également par le fait que les troubles 10 sont sur un continuum, c'est-à-dire qu'il y a un degré de sévérité de ces troubles, ce qui explique que, par exemple, certains adultes ont effectivement rencontré des difficultés légères et d'autres, pour le coup, qui ont rencontré des difficultés beaucoup plus handicapantes. Et ça peut expliquer également pourquoi certaines personnes sont diagnostiquées plus tardivement dans leur vie, parce que avec, notamment au moment où on entre dans la vie professionnelle, où on entre dans des études qui sont peut-être, voilà, où la cadence est plus importante et les exigences sont plus élevées, ces personnes-là se retrouvent effectivement avec les difficultés deviennent plus envahissantes. Euh, Quelques chiffres pour vous expliquer un petit peu le parcours qui reste encore à parcourir. Ces troubles qui sont invisibles, 8 à 10%, selon l'Organisation mondiale de la santé, 8 à 10% des personnes seraient concernées dans le monde. En France, on parle de 7 millions de personnes. Et ce qui est voilà, assez incroyable, c'est de réaliser que 50% des employés aujourd'hui cachent leur dyslexie au travail, alors que 59% d'entre eux estiment que la dyslexie est plutôt un atout au niveau de leur carrière. Et là où il y a vraiment une incohérence, c'est que on sait que seulement 3% des entreprises voient les troubles 10 comme un atout. Donc ça montre qu'il y a une réelle méconnaissance de ces troubles, avec une perception souvent axée sur les difficultés et pas du tout sur les forces de ces personnes-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 10 à 15% des adultes neuroatypiques, donc ce n'est pas uniquement les adultes avec des troubles 10, c'est un petit peu plus large, ça comprend d'autres troubles. Uniquement 10 à 15% sont diagnostiqués. Oups. Alors, je vais arrêter de partager. Voilà. Et je vais maintenant vous présenter nos invités. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir trois personnes, qui ont accepté tout simplement de partager leur expérience, voilà, avec beaucoup de générosité. Donc, je vais vous présenter Sarah, qui est agent à l'INSEE. Il y a également Armel, qui est chargé d'affaires dans l'industrie pétrolière, et Adrien, qui est data analyst. Et je vous partagerai également le témoignage d'une jeune étudiante en études notariales qui n'a pas souhaité témoigner en direct, mais qui m'a partagé ses remarques et voilà, je vous les partagerai tout au long de cette soirée. Donc, merci à tous les trois d'avoir accepté d'être là ce soir. Nous allons commencer maintenant par une question souvent très marquante dans le parcours de vie. Comment avez-vous découvert que vous étiez 10? Est-ce que le diagnostic, est-ce que le diagnostic est arrivé tôt, tardivement? Et qu'est-ce que cela a changé pour vous? Armel, est-ce que tu veux commencer? Oui, merci Carole. Pour répondre à cette question, en fait, j'ai été diagnostiqué 10 autour de 13-14 ans, quand j'étais au collège, parce que j'étais en échec scolaire, chose que je faisais plutôt bien d'ailleurs, redoublé 3 ou 4 fois, et mes parents ont essayé de savoir ce qui n'allait pas, donc j'ai vu des psychologues, des psychiatres. Il y en avait un qui avait estimé qu'il y avait quelques troubles dyslexiques sans vraiment mettre des mots là-dessus. Ils avaient orienté vers une personne qui faisait la méthode Tomatis, qui est, elle, en faisant un examen,
compris que j'étais dyslexique. J'avais suivi cette méthode Thomasis qui n'a pas fait grand-chose. Et donc, l'influence que ça a eu pour moi, c'est que j'ai réussi à décrocher mon bac après moult efforts, mais ensuite, j'ai très vite abandonné les études pour m'engager dans la Marine nationale, pour faire un métier plus proche du manuel et un peu moins scolaire. Hmm. Et Adrien? Bonjour à tous. Donc, moi actuellement j'ai 38 ans. J'ai été diagnostiqué au CP ou au C20, je me rappelle plus exactement. Donc voilà, avant 10 ans. Les difficultés, toujours à lire, à écrire, ça s'est vraiment concrétisé en fait au collège, où d'ailleurs on voulait me bloquer parce qu'il y avait beaucoup de par cœur, beaucoup de grammaire, etc. On voulait me bloquer, j'ai pas pu aller au lycée à la base. J'ai dû faire appel. Finalement j'étais au lycée, etc. Et comment ça a influencé mon parcours? Ben, en fait, d'orthophonistes tout le temps jusque fin collège. Après, j'ai arrêté. J'ai fait, et moi aussi fait la, le tomatis. C'est marrant. C'est ma mère qui avait découvert ça. Alors moi, ça m'a un peu aidé, mais on pourra en reparler plus tard. Et j'ai repris après une dernière session d'orthophoniste pour le bac que je n'ai pas eu. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Je suis parti 2 ans en Australie. Je suis revenu et là, j'ai fait une équivalence euh, universitaire, ce qui m'a permis d'aller à l'université parce que j'ai réussi. Et c'est le DAUB. Et j'ai refait une session en fait avec Carole pour ma thèse. Voilà, pour pouvoir faire la synthèse de l'écriture de ma thèse. Et du coup, je passe la main à Sarah. Merci Adrien, bonsoir à tous. Alors moi, je vais vous rappeler un petit peu le contexte en une ligne avant d'arriver à comment je suis arrivée 10. Alors moi, donc mes parents ne savaient ni lire ni écrire la langue française, donc je suis née en France. Et je suis allée chez l'orthophoniste petite pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans. J'ai pu récupérer les archives il y a quelques années, mais ils n'ont pas vu que j'étais 10. Donc moi, j'ai été détectée 10 il y a seulement un an, donc c'est tout récent, à 50 ans, pour mon anniversaire. Alors, comment ça s'est passé? J'ai passé un bilan de compétences il y a 2 ans, dans le cadre de mon travail. Et la psychologue qui m'a suivie pendant ce bilan de compétences, je lui, elle avait vu en moi des traits de 2-10. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Elle m'a conseillé de prendre rendez-vous chez une orthophoniste pour faire le bilan complet. Donc, j'ai fait ce bilan qui était très lourd sur le plan cognitif. Et effectivement, ça a été, elle m'a dit, comment dirais-je, le résultat est tombé, donc dyslexique à 50 ans. Et pour information, j'ai mon fils qui a été détecté, il a 16 ans et demi en 2022. Et je n'ai fait aucun suivi pour lui parce qu'on ne m'a pas dit ce qu'il fallait faire. Et honnêtement, je ne savais pas. Donc, il est resté pendant plus de 5 ans sans suivi. Et aujourd'hui, seulement, il voit l'ergothérapeute, donc tous les samedis. Et moi, j'ai pu suivre avec Carole la méthode Davis. Et je suis contente qu'on a enfin trouvé ce que j'avais parce que je me suis toujours sentie différente, mais je ne savais pas ce que j'avais. Et je comprends mieux mon fils aujourd'hui de 16 ans. Je peux mieux l'accompagner. Voilà. Super. Et Carole, est-ce que Julie a écrit quelque chose quand tu lui as posé ces questions? Alors Julie, donc cette étudiante en études notariales, elle a été diagnostiquée dyslexique au début du primaire. Et en fait, au cours de sa vie, elle s'est aperçue en fait que ça n'était pas son trouble dominant, comme on dit. Et en fait, elle a découvert qu'elle était dyspraxique quand elle était au lycée. Et ça montre, voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des associations de troubles. Et c'est vrai que très souvent, il est important entre guillemets, de traiter d'abord le trouble dominant pour vraiment aider la personne. Ok. Merci beaucoup pour ces témoignages. On entend souvent dans le parcours des adultes un point commun. Pendant longtemps, beaucoup avancent sans comprendre pourquoi certaines choses sont plus faciles pour les autres et plus difficiles pour soi. Et parfois, le diagnostic arrive aussi avec le diagnostic de son propre enfant. Et parfois aussi, les difficultés, il devient plus visible à l'âge adulte quand les exigences professionnelles augmentent.
Et Oriane, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Donc, par rapport, donc moi je suis la voix du chat, donc si vous avez des choses qui résonnent dans ce qui est dit, n'hésitez pas à l'écrire. Et puis donc justement après chaque question, je me ferai un plaisir d'en parler. Mais pour l'instant, en termes je peux juste vous dire que autour de la table, on a à peu près autant de parents qu'autant de professionnels, quelques 10 et un ami et des amis de 10. Voilà, comme ça vous voyez un peu le spectre. Et voilà, donc, n'hésitez pas à répondre et donner vos commentaires et puis moi j'en parle. D'accord. Merci. Bon, donc on va continuer. Dans votre quotidien professionnel, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Adrien, on peut commencer par toi? Très bien. Du coup, les principales difficultés, en fait, c'est un peu les rémanences de ce que j'avais comme dyslexie, qui ont beaucoup évolué avec beaucoup de travail au fil de toutes ces années. Donc, principalement, maintenant, c'est plutôt les emails, tout ce qui est écrit, les emails rapides, les Teams, quand je dois répondre rapidement à quelqu'un et que j'ai pas le temps vraiment de relire, les présentations, les PowerPoint, mais aussi tout ce qui est documentation à réaliser. Voilà. Après, il y a les outils. Je crois qu'on verra après pour les outils. Mais je tiens à préciser que ça a été une longue évolution parce que, et bon, longue évolution parce qu'en fait, au collège, c'est la concentration, c'est l'écriture manuelle. Enfin, ouais. C'est aussi tout ce qui est par cœur, la mémoire courte, à court terme. Donc ça peut affecter également bah, les maths parce on se souvient pas forcément Mhm. de la formule et de comment après l'utiliser, tout simplement. Donc il y a beaucoup d'aspects qui ont été corrigés pour en venir maintenant à quelque chose de moins gênant au travail. Bien. Et Armel? Moi, mes difficultés, elles sont semblables, hein. J'ai beaucoup de soucis avec l'expression de la pensée par l'écrit, écrire des rapports, des mails, etc. C'est relativement complexe. La lecture aussi me pose beaucoup de soucis. Autant les romans passent relativement bien, mais dès qu'on rentre dans quelque chose de plus professionnel, je fais une espèce de lecture un peu essuie-glace, quoi. Je regarde le contexte, je le regarde, et puis parfois je vais à la fin avant même d'avoir lu le contenu. J'ai du mal à me concentrer sur les phrases ou sur les mots. Hum, Parfois, il y a énormément dans le monde professionnel, beaucoup de mots un peu conceptuels, enjeux et objectifs. Toujours un peu de mal à faire la différence entre les deux. Ces difficultés, elles sont aussi d'ordre un peu social, c'est-à-dire que dans les conversations qu'on a, lorsque c'est plusieurs personnes, quand on a des groupes, j'ai toujours un peu de mal à suivre vraiment la conversation. Je suis toujours un peu parti dans des digressions, des choses comme ça, et puis toujours un peu de problème sur les chiffres, la temporalité. Toujours un peu de mal à me souvenir de ma propre date de naissance. Alors, pour le reste, c'est plus dur. Et Sarah? Oui. Moi, actuellement, j'organise des réunions depuis maintenant quelques mois. Et ma difficulté en tant qu'animatrice de réunion, c'est de ne pas avoir de co-animateur. Parce qu'on doit gérer les questions sur le Zoom à droite, écouter, comment dirais-je, bah, quand on est tout seul, en fait, préparer le compte-rendu en direct, répondre aux questions. Et c'est pas du tac au tac, c'est des questions, ça demande plus de temps. Et je vois au bout de 2 heures de réunion, avec 15 personnes, je suis comme un citron, je suis vidée. J'ai dit à ma hiérarchie que j'étais dyslexique, mais apparemment, ça n'a pas été, genre, c'est pas compris ou pas entendu. J'ai demandé un co-animateur ou une, mais ça m'a été refusé. Contrairement à mes collègues qui ne sont pas 10 et qui ont des co-animateurs. Donc, en même temps, je le prends comme un challenge, comme le disait Carole. Donc, je m'en sors très bien. J'ai des retours positifs des collègues qui sont participants à cette réunion. Et bah, je suis fière de moi parce que c'est pas facile, hein. Ça demande beaucoup d'énergie. Et sinon, ce que dit Armel et puis Adrien, il y a des choses qui résonnent forcément en moi. Quand j'étais petite, au niveau des chiffres, des difficultés, moi aujourd'hui, mais il y en a encore. Par contre, difficulté aussi dans la compréhension.
quand je vais lire, par exemple, un livre, il y a peut-être des phrases où je vais revenir 2 fois ou un paragraphe pour voir si j'ai bien compris. Une certaine lenteur aussi, je le vois par rapport à une personne qui est littéraire, donc je vais voir que moi, je suis plus, ça va me frustrer. Mais maintenant, je sais que je suis 10, je suis moins frustrée qu'avant, voire pas du tout, parce que j'accepte comme je suis. Et je me dis, j'ai des talents à côté, des atouts qui n'ont peut-être pas. Donc, après, qu'est-ce que j'ai comme autre difficulté? La fatigue, oui. Quand je vais rédiger un document, je vais voir qu'après, ça me demande beaucoup d'énergie sur le plan cognitif. Contrairement à une personne qui n'est pas 10, je vois l'énergie que je fournis, mais en même Mhm. temps, je suis contente et du coup, je vais devoir faire une pause et revenir dessus demain, par exemple, pour, euh, pour laisser le cerveau passer à une autre activité. Voilà. Je suis plus dans l'écoute de mon cerveau et ça me permet de ne plus avoir de migraine. Parce que je sais que je suis 10. Donc, je connais l'aménagement que je dois mettre en place, en fait. Voilà. Pour Bien. rebondir sur ce que disait Sarah sur la lecture, moi j'ai eu beaucoup ça et je le garde encore. C'est-à-dire que en gros, il y a une première étape qui est plus du déchiffrage. Donc c'était surtout vrai avant. Une deuxième étape de relecture qui permettait une meilleure compréhension du sujet et je voyais pas forcément tous les éléments, tous les détails qu'il y avait. Et une troisième étape de relecture qui permettait la vraie mémorisation avec tous les éléments. Donc, au départ, c'était, on va dire, dissocié. Et avec le travail, elles ont plus ou moins fusionné au fur et à mesure. Mais après, elles se dissocient à nouveau avec la fatigue ou autre. Mhm. Mhm. Et Carole, est-ce que Julie avait répondu à cette question? Notre étudiante a partagé également ouais, que ses principales difficultés, c'était effectivement au niveau des écrits, au niveau de la rédaction, au niveau de l'orthographe, mais également au niveau de l'écriture et du geste d'écriture, puisqu'elle est dyspraxique. Et dyspraxie, c'est la problématique voilà, souvent des personnes qui peuvent être maladroites ou qui ont des difficultés à faire tout simplement des gestes du quotidien. Et, euh, et une chose qu'elle a toujours remarqué, c'est sa lenteur par rapport aux autres. Une autre difficulté qui continue à la gêner, c'est la gestion du temps. Donc, elle devient voilà, très, très, très consciente d'être bien à l'heure, etc., parce qu'elle sait que spontanément, elle a des difficultés sur cet aspect-là. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est effectivement, il y a des tâches qui sont difficiles, mais pas uniquement des tâches, en fait. Il y a également toute une partie, il y a une fatigue qui est présente, et ça, c'est vraiment lié à cette surcharge cognitive, de faire très attention, de déployer beaucoup d'attention pour réaliser les tâches, que ce soit l'acte de lecture, que ce soit la relecture, que ce soit la rédaction, que ce soit l'écriture. Et s'ajoute à ça effectivement la peur de se tromper et notamment d'avoir ce sentiment de toujours devoir fournir beaucoup d'efforts pour obtenir des résultats quand les autres ne fournissent pas forcément la même quantité et ils n'y consacrent pas forcément autant de temps. Mhm. Et pourtant, ces difficultés sont souvent mal interprétées, hein. Manque de rigueur, lenteur, alors qu'il s'agit en réalité d'un fonctionnement cognitif différent seulement. Et comprendre cela, ça peut changer profondément le regard qu'on porte sur les 10. Marie, est-ce que tu peux ajouter quelque chose là? Pardon, tu me parles à moi, ça a coupé? Oui. Mhm. Oui, bah du coup, sur le chat, euh, bon, on a Cyril Besso qui nous dit que c'est bête d'être 10 et qu'on est fier d'être dyslexique. On partage la fatigue quand on doit et travailler sur de l'écriture ou quand il y a plusieurs tâches en simultané, l'écoute et l'écrit. Voilà, je peux lire le dernier message. Donc, je partage avec vous ce point de fatigue. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème car je suis devenue moi-même sans me préoccuper de l'impact de la perception des autres sur moi. Et je fais 110% confiance à mon cerveau. Parce qu'effectivement, on est lent euh, pour, euh, pour tout ce qui est parler, exprimer ce qui se passe dans notre cerveau, mais on est très rapide.
Enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience. Voilà. Donc, on a à peu près ça. Et il y a un peu plus de disques que ce que j'avais mentionné qui sont présents aussi. Donc, Merci, Oh, Hélène. merci. Alors, pour la prochaine question, quels outils, aménagements ou stratégies vous aident le plus dans votre travail? Sarah, commence par toi. Ah, c'est ma question préférée, celle-ci. C'est les outils, c'est celle-ci, hein. Oui. Alors pour les outils, bah, moi je poursuis la méthode que j'ai suivie en formation avec Carole, qui Avec m'aide. Vallée, hein, celui-là. Comment? Avec Carol Vallée. Avec Carole Vallée, oui, pardon. Donc j'ai toujours mon petit livre à côté de moi, Guide mon passant, Mhm. et ma petite pâte à modeler. Les enfants, ils rigolent. Mais je continue ce travail saccadé oculaire pour la lecture. Et quand il y a un mot que je ne comprends pas, donc je prends Google, je regarde qu'est-ce que ça signifie. Je note dans mon petit cahier comme une élève. Et du coup, ça m'a beaucoup fait progresser quand j'écris des mails ou même des comptes rendus. Quand je vois que le mot il n'est pas bien placé dans une phrase, maintenant, sur le plan cognitif, je le sais. Donc, je suis super contente. Et je le remets à la bonne place. Donc, il n'a pas les jambes en bas, il a les jambes où il faut. Et je vois vraiment le progrès. Et du coup, bah, je suis contente parce que ça m'a débloqué quelque chose que je faisais quand j'étais petite. J'ai repris l'écriture pour la poésie. Et quand je termine ce travail que je fais tous les jours au quotidien, bah, je me suis mise à reprendre la plume et j'écris des poèmes ou de la poésie, on l'appelle comme on veut. Et il y a un mot qui sort comme ça. Et après, j'ai l'écriture rapide, j'écris. Et j'ai plaisir à bah, écrire. J'ai même fait un poème sur la dyslexie que j'étais fière de l'être parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je comprends mieux mon fils. Donc ça, pour moi, c'était extraordinaire. C'est waouh. C'est merci Carole. Allez. Et sinon, comme outil, j'ai lu le livre que vous avez coécrit toutes les trois. Et dans ce livre, c'est extraordinaire parce que j'en ai des frissons, parce que tout ce qui est écrit, il y a des choses que je ne dis à personne, mais vraiment à personne, même pas à mon mari. Et je les ai lues. Ça m'a reconnecté quand j'étais petite. Et ils sont écrits dans ce livre. Par exemple, quand je prenais la parole en français, quand la prof me le donnait, et ben, je lisais, avant que la prof m'interroge, je lisais le paragraphe au moins 10 fois. Et ça, vous l'avez écrit dans ce livre. Et en fait, je répétais le paragraphe par manque de confiance, etc. Parce que j'étais 10, mais je ne le savais pas. Donc, il y a plein de petites choses que j'ai retrouvées dans ce livre. Et bah, ça m'a beaucoup rassurée parce que tout est dit, en fait. Et sinon, j'utilise aussi l'IA pour m'aider. Au début, je n'étais pas pour, mais maintenant, je l'utilise comme me l'a conseillé Carole Ballet et ça m'aide énormément. Voilà. Par contre, je fais attention à l'IA parce qu'il faut vraiment bien maîtriser son sujet parce que c'est nous le maître de ce qu'on écrit, c'est pas lui. Et il faut savoir ce qu'on écrit et c'est nous qui savons, comment dirais-je, l'IA, c'est une machine en fait. C'est nous qui, on reste maître. C'est pas lui le maître, c'est nous. Et en fonction de ce qu'il nous donne, dans ce que nous on a demandé, il faut vraiment faire attention. Après, il y a peut-être des mots à retirer. Voilà, il faut rester vigilant avec. J'ai peut-être dépassé mon temps. J'ai peut-être passé la main À qui est-ce qu'on donne la parole là? à Armel. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Merci Sarah. En effet, Ouais. moi, c'est un peu le même retour, c'est-à-dire que après avoir fait mon stage avec Carol Nelson sur la méthode Davis, j'ai pu développer encore plus d'outils qui me permettent un petit peu tous les jours de maîtriser la dyslexie. Les outils, c'est des notes assez régulières, des carnets de notes, parce que je suis pas quelqu'un qui arrive à apprendre des choses vraiment par cœur. Je dessine beaucoup pour visualiser les choses. Ça peut être des logigrammes, des cartes mentales, enfin j'ai beaucoup de dessins. J'utilise énormément les logiciels. Je suis assez à l'aise avec les logiciels type Excel ou l'intelligence artificielle pour le coup. Ça me permet de, de mieux progresser. D'autres choses un petit peu différentes, mais toujours dans le monde professionnel, c'est la temporalité, c'est-à-dire que j'ai une réflexion qui va parfois très très vite sur certains sujets. Donc, à ce moment-là, ça fait un peu déclic et je prends des temps de pause. Je souffle, je respire, enfin, je canalise un peu tout ça et ça me permet de remettre de l'ordre dans les idées. Et puis, parfois, je capitalise aussi sur ce que j'ai autour de moi. C'est-à-dire que moi, enfin, je travaille dans une division avec beaucoup d'ingénieurs. Donc, on n'a pas forcément les mêmes connexions synaptiques.
Mais du coup, c'est un partenariat, c'est-à-dire que ce que je ne sais pas faire, eh ben, je demande à ce qu'ils le fassent, sans vraiment leur dire que je suis dyslexique, mais je leur dis que ça, c'est des domaines que je maîtrise pas, et donc on partage ce genre de choses. Voilà. Je sais pas si c'est la même chose aussi pour. Pour Bah, moi, Oui. Euh, bah moi, pendant les études, parce que j'ai pas eu beaucoup d'aménagement au début, c'était plutôt compliqué parce qu'on avait 3 points pour la grammaire, l'orthographe, etc. dans toutes les rédactions. Après, j'ai pu avoir le tiers-temps. Donc au lycée, alors, il me semble que je l'ai eu pour le bac aussi. Mais pardon, pas au lycée. J'ai eu pour le bac et ensuite je l'ai eu pour à l'université systématiquement. J'avais fait une demande, je m'étais rapproché du médecin scolaire pour l'organiser avec une orthophoniste. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça a permis de réussir mes études en fait et d'aller jusqu'à la thèse concrètement parce que sans ça, ça m'aurait pas permis de faire la relecture nécessaire, de bien comprendre et pas de faire le hors-sujet par exemple et ce genre de choses. Et ensuite, bah, l'ordinateur pour la prise de notes à l'époque. Et dans le cadre professionnel actuellement, donc comme je suis dans une multinationale qui est dans l'informatique, forcément on a des outils comme l'IA. Et en fait, comme c'est partout, dans les mails, dans Teams, partout, ça permet de faire une relecture automatique de l'orthographe. Ça permet éventuellement de simplifier un peu des phrases alambiquées. Il y a eu le travail pour la fin de ma thèse qui m'a permis, enfin moi ce que je ressors le plus avec Carole Vallée, c'était structurer son propos. Donc pour l'introduction sur un document de 30 pages, etc., c'était vraiment simplifier, structurer et le rendre le plus accessible possible. Non, non, mais c'est un webinaire, tu sais, je t'avais dit. Tu lis. Avec. Et donc, voilà, et ça, ce que j'en retiens de ce travail-là, se poursuit en fait avec, bah, en fait, mes collègues de travail et au travail tout simplement parce que ça permet lors d'une discussion, normalement, d'être plus concis et clair dans mes propos. ok. Et Carole, est-ce que Julie a ajouté quelque chose à ce propos? Alors Julie, elle a eu également, comme toi, Adrien, pendant sa scolarité, elle a eu le tiers-temps et elle a mentionné qu'il y avait c'était assez pénible dans le sens où il fallait que chaque année, elle refasse les démarches pour avoir le tiers-temps et de l'avoir, bien entendu, au niveau des examens. Après, elle a eu un ordinateur, comme elle avait ses problématiques de dyspraxie, elle a eu un ordinateur au moment du lycée grâce à une infirmière qui lui a proposé, parce qu'en fait, elle ne savait même pas qu'elle y avait droit. Et elle a fait également des séances avec une ergothérapeute. Et elle a également effectivement travaillé avec moi avec la méthode Davis. Et ce qu'elle a apprécié de ce travail, c'était déjà d'avoir une compréhension de ses difficultés. En fait, ce qu'elle explique, c'est que d'avoir un diagnostic, c'est une chose, mais de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau, de comprendre le pourquoi des difficultés et de ce qu'elle fait pour le coup, qu'elle arrive à bien faire, pour elle, ça a été un vrai soulagement et d'avoir enfin des techniques, des outils qui lui permettent d'avancer. Et j'ai écrit une de ses phrases parce que je trouvais ça très touchant. Elle m'a dit, se comprendre aide à ne pas s'effondrer, ne pas s'en vouloir quand c'est trop dur. Et en fait, ça a été pour elle un vrai cheminement vers une acceptation en fait de sa dyslexie et de sa dyspraxie. Mhm. Ce qui est très encourageant, c'est que parfois des petits ajustements, des petites adaptations, bah, ça peut faire une énorme différence finalement. Mhm. Par exemple, des explications explicites avec des mots simples, des supports visuels, des outils numériques adaptés, davantage du temps et tout simplement de donner de la patience et montrer de bienveillance. Ça enlève le stress et souvent le stress, ça fait démarrer les troubles aussi, hein. Donc, hmm. Oriane, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter?
Oui, là, il y a quelques questions. Bon, il y en a une qui est plus de l'ordre, mais je pense qu'on en la traitera à la fin, plutôt de quel métier on peut faire en tant que 10. Après, sinon, il y avait une autre. Ouais, donc, comment l'IA peut aider, je pense que ça a été répondu plus ou moins après par Adrien. Euh, Sauf si, voilà, on peut remonter dessus. Euh, et après, Armel, vous avez cité un autre outil que les cartes mentales. Le nom est Logigramme. Qu'est-ce que c'est? Bah, il a répondu du coup directement sur le chat. Donc, c'est une représentation graphique de l'enchaînement d'opérations. Donc, tout ce qui est schéma, effectivement, est plus parlant. Enfin, en tout cas pour les 10. Et ensuite, alors, il y a Khadija, désolée si j'écorche les noms. Euh, ah oui, donc il pose une question. Est-ce qu'il faut passer par une déclaration à la MDPH pour avoir un aménagement après le bac? Ma fille. On abordera plus ces thématiques, plus Après, ouais, donc il y a Julie qui nous partage qu'elle confirme la fatigue que de tout le temps demander le tiers-temps. Et donc voilà, c'est un peu le retour qu'on a. Et sur le manque de compréhension de l'employeur et de l'accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai la RQTH, mais malgré ça, je trouve qu'on manque d'aide et d'accompagnement dans le monde du travail. Voilà. Mhm. Et après, il y a d'autres questions, donc je vais les lister et on en parle à la fin. d'accord. Merci, Oriane. Alors, pour terminer cette série de questions, nous aimerions mettre en lumière quelque chose qui était essentiel. Quelles sont, selon vous, les forces de votre fonctionnement 10 que vous apportez dans votre vie professionnelle? Qui voudrait commencer? Sarah. La persévérance. La persévérance. Quand je n'arrive pas, je lâche pas. Et les dossiers compliqués ne me font pas peur. J'ai eu l'opportunité d'occuper différents postes au sein de mon administration parce on a des formations métiers. Et quand il y a un bon accompagnement, vous l'avez dit tout à l'heure, je rebondis, Carole, quand il y a un bon accompagnement pédagogique, la bienveillance, donc forcément, on a des capacités, parfois qu'on ignore. Et j'ai pu occuper des postes techniques et j'ai réussi. Donc, il n'y a pas de stress et on développe en fait des talents qu'on ne connaît pas soi-même en fait. Ah, ok. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, sur le poste sur lequel je suis, c'est assez technique et comme la pédagogie a été très bienveillante pour tout ce qui est intranet, j'ai eu un très bon accompagnement par l'intervenante et ben, je suis administratrice de la communauté que je gère et j'ai pu moi à mon tour former des agents qui, eux, à leur tour, ont formé d'autres agents. Donc, il y a un retour d'investissement extraordinaire. C'est génial. C'est génial. Et Voilà. Armel. Pardon. Moi, les aspects positifs, c'est depuis qu'on a fait cette séance ensemble, j'ai pu comprendre que finalement la dyslexie c'était moins handicap que plutôt handicapant. Et donc j'ai pu comprendre et mettre des mots sur ce qui se passait. Et maintenant, je me sers complètement de ma visualisation spatiale, le fait de voir les images en 3D avec un espèce de drone un peu virtuel qui se déplace dans tous les sens. Ça m'aide dans mon travail, ça m'aide dans la vie de tous les jours. Euh, Même dans mon travail, parfois, j'arrive à visualiser les choses sans avoir besoin. Je mets des images sur mes projets ou sur ma conception technique, ce qui fait que j'ai pas besoin forcément de faire même de la cotation. Je sais si une solution va passer ou pas. Je peux aller plus vite que certains pour ça. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment un gain pour tout le monde que même pour des ingénieurs qui feraient les choses aussi bien, mais peut-être qui mettraient plus de calculs. Moi, je me lance pas dans les calculs, mais j'ai une vision qui me permet d'aller aussi vite. J'arrive à synthétiser les choses relativement bien aussi. C'est le fait de voir une image, et ben je vois tout l'ensemble de la chose, le concept, toute la conceptualisation des phénomènes, et donc ça me permet d'avoir pratiquement tout de suite un certain instinct et une certaine description. Voilà. Et ça m'aide dans mon milieu professionnel, c'est très très utile. Ok. Adrien, je ne sais pas si vous savez de ça aussi.
Alors, aussi, il y a les deux aspects que vous avez cités, c'est-à-dire que par rapport à ça, quand elle parlait de la persévérance, c'est exactement ça. C'est-à-dire que personnellement, moi, j'ai tellement galéré quand j'étais plus jeune que, au final, maintenant que c'est quelque part dépassé dans les grosses difficultés, bah, ça nous donne une forme de d'assurance, de résilience aussi pour pouvoir continuer à avancer, se projeter dans l'avenir et se dire bon bah il faut juste trouver des moyens pour avancer tout simplement. Il y a aussi un point, c'est que donc avec Carole, on avait travaillé ensemble sur tout ce qui est la structuration des propos. Ce travail, il me sert aussi pour donc en fait l'entreprise. Donc on parlait d'un côté que l'IA pouvait apporter une aide pour la relecture de l'orthographe ou pour aider à structurer même un texte. Mais par contre, quand on est en face du manager ou d'un client, il faut pouvoir discuter de façon la plus claire possible et d'apporter les éléments qu'il faut apporter tout simplement. Donc ça, c'est un travail de toute façon qu'il faut arriver à, enfin que moi qu'on a réalisé et qui me sert en fait dans mon travail pour cet aspect-là. Ça a permis en gros de canaliser tout le côté foisonnant des idées ou des éléments qu'il peut y avoir sur un sujet. Et donc ça peut se ressentir, j'imagine, là par exemple quand je parle, que j'ai envie de parler de plein de choses, et qu'au final j'essaye d'être le plus clair possible. Mais et un des outils que j'ai pas parlé et que j'avais utilisé, c'est le schéma heuristique par des branchements. Et ça permet en fait de pas mal d'aller du plus général au plus détaillé. Et ça m'a beaucoup aidé et ça peut me servir encore dans d'autres choses. Donc du quotidien en dehors du professionnel. Voilà. Concrètement, c'est le travail réalisé sur la structuration des propos Ok. qui me sert en entreprise. Et Carole, Julie, qu'est-ce qu'elle a à dire? Alors Julie, elle a parlé, elle a mentionné l'intelligence sociale. Oui. En fait, Julie, elle fait sa formation en alternance. Donc, en fait, elle est en entreprise depuis le début, dans une étude de notaire. Et en fait, elle s'est aperçue qu'elle a cette capacité d'analyser les autres, d'analyser surtout les compétences des autres. Et de ce fait, elle a cette aisance maintenant à déléguer les choses qui sont plus compliquées pour elle. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est pour elle, ça lui permet de valoriser en fait ce qu'elle sait faire. Et en fait, elle s'aperçoit que les autres ont plutôt développé une certaine bienveillance vis-à-vis d'elle. Elle a parlé également de son adaptabilité. C'est vrai que le parcours compliqué qu'elle a pu avoir fait que elle a développé effectivement cette capacité à réagir et à trouver des solutions. Et puis également de l'empathie par rapport aux personnes voilà, autour d'elle, sachant qu'elle a toujours été très sensible aux personnes qui, pour le coup, ont fait preuve de bienveillance et d'empathie vis-à-vis d'elle. Mhm. Mhm. Alors, on va terminer ce thème-là. Je vais vous partager un- une diapo qui reprend justement ce thème euh, on va dire, un peu l'ambivalence de ces troubles, parce que cet iceberg que vous voyez, en fait, c'est un iceberg une illustration qui a été réalisée par un illustrateur dyslexique pour notre livre sur les troubles 10 chez l'adulte. Et ce qu'on aimait beaucoup sur cette illustration, c'est il y a effectivement toute la partie émergée de l'iceberg qui est ce qu'on voit et ce que les autres voient des personnes dyslexiques, qui sont très souvent effectivement plus les difficultés, le côté, la maladresse, les erreurs d'orthographe, le manque d'attention, le stress. Et en fait, tout ça, c'est, comme on l'a expliqué un peu plus tôt, cette surcharge cognitive du fait de certaines... euh, voilà, par exemple, l'acte de lecture n'étant pas forcément automatisé, ça demande un effort attentionnel qui fait que bah, sur la durée, il y a une fatigue et ça entraîne des erreurs et de la lenteur. Et en fait, il y a toute cette partie, pour le coup, immergée, qui est cachée, qui est cette partie que beaucoup méconnaissent ou ignorent même, c'est sur toutes ces compétences
de ces profils-là, qu'ils ont pu... alors, nous, avec le travail avec notre méthode Davis, c'est vrai que on présente que beaucoup de 10 ont effectivement une pensée en images, c'est-à-dire que quand vous leur parlez de quelque chose dans leur tête, ce sont surtout des images, des films, des choses en 3 dimensions qui leur permettent en fait d'accéder au sens. Et en fait, cette pensée en arborescence également, ou globale, un besoin de voir les choses dans leur globalité avant de travailler un aspect spécifique d'un problème. Et tout cet aspect qui ont été évoqués, notamment la résilience, l'empathie, cette adaptabilité, ce sont effectivement l'autre côté de leurs difficultés. Il y a les défis et il y a les forces. Et c'était notre volonté pendant ce webinaire ce soir, avec ces témoignages justement, de faire comprendre que, il faut vraiment voir ces personnes dans leur globalité et de ne pas aller dans un jugement hâtif parce que, en fait, beaucoup euh, sont dans une sorte de stigmatisation de ces troubles. Et en fait, en essayant de présenter justement cette manière de fonctionner différente, c'est justement de changer le paradigme et d'arriver à on espère changer l'attitude de l'entourage de ces personnes-là, de les accueillir, de les aider, d'être bienveillant avec eux, et en identifiant leurs besoins et en leur donnant les outils nécessaires, ils peuvent vraiment avoir une place, toute leur place dans l'entreprise et vraiment d'y contribuer d'une manière très significative. On a, dans tous ces échanges, on a évoqué un certain nombre de fois, effectivement, la méthode Davis. Brièvement, c'est une méthode multisensorielle qui aide les personnes vraiment à mieux comprendre leur fonctionnement cognitif, de développer des stratégies grâce à des outils, des outils, pardon, pour aider à réduire effectivement leurs difficultés au quotidien. Et la finalité étant, bien entendu, de retrouver confiance en soi. Donc, je vais remercier infiniment nos invités pour leur partage, leur sincérité et leur générosité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais arrêter l'enregistrement dans quelques petites minutes pour vous donner la parole et que vous puissiez parler librement. Le replay vous sera envoyé avec également quelques ressources, notamment une présentation de la méthode Davis. Et puis, on voulait vous présenter voilà, certains ouvrages qui seront également dans le mail que je vais vous envoyer, qui peuvent être des très des très bons supports, des très bonnes ressources pour vous aider, soit personnellement, soit aider votre entourage.